Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale que nous vous proposons avec les hôpitaux universitaires de Genève autour de la délicate question de la fin de vie et des soins palliatifs. Plusieurs invités sont avec nous, d'autres nous rejoindront en cours d'émission. Bonsoir monsieur le conseiller d'État. Bonsoir. Vous êtes ministre en charge de la Santé, canton de Genève. Bonsoir professeur Potet. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef au service de médecine palliative. Et bonsoir Fabrice Léocadi. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'hospitalisation à domicile au sein de l'IMAD. Comment veut-on mourir demain en Suisse? Quelles prestations faudra-t-il fournir à notre population vieillissante? Comment financer tout ça? Autant de questions qui convergent toutes vers cette quête du paradis des soins palliatifs. Est-ce qu'il existe? C'est la question que s'est posée le réalisateur suisse Fabian Biasio dans son film Subjajega. Le documentaire sera à découvrir en intégralité le 27 octobre à 19h au Cinélux à Genève, en présence du réalisateur. Nous avons le privilège ce soir de vous offrir quelques minutes de ce film avant notre débat en plateau. Bon visionnage. Mit vielen Fragen im Kopf bin ich ans Inselspital in Bern gefahren, wo der Professor Steffen Eichmüller Palliative-Care-Abteilung leitet. Er war gerade dran, den Palliative-Care-Weltkongress vorzubereiten, der im Frühling 2018 in der Schweiz stattgefunden hat. Der Steffen Eichmüller hat einen Gast gehabt, den Hausarzt Professor Jeffrey Mitchell aus Brisbane in Australien. Er hat dort ein bekanntes Hospiz mitbegründet. So we have 10 beds. Ich habe die Gelegenheit genutzt für ein paar Fragen. Unter anderem, warum dass es scheint, dass Palliative Care wie ein Stiefkind ist von der Medizin. Mich dunkt, in der Palliative Care redet man vor allem vom Defizit. So, how big is your deficit per year in this department? We have around 5,000 francs deficit per case, and we care for around 250 patients per year. So it's easily figured out that this is more than 1.25 million for 10 beds. Professor Mitchell, how big is the deficit of Ipswich Hospital per case? Per case, I do not know. I do know that the public system pays for about 30 to 40% of the entire running costs, and the rest of the running costs are raised from the community. Wenn mir jemand die Frage beantworten kann, wo das Palliative Care Paradies liegt, dann am Palliative Care Weltkongress. Mehr als 1100 Forscherinnen und Forscher aus über 60 Ländern haben teilgenommen. Eine geballte Ladung Wissen über Palliative Care. What place I have to go to find the real palliative care paradise? I think you want to go to Denmark. I think we don't have to find a finance. We have them given from the government. I think that's a big plus. In Africa, we can recommend on Uganda. Uganda in Africa. Where I have to go? Oh, that's quite a difficult question. I don't know whether there's a country that has like a perfect organization or where everything was perfect. I think it can always be better. The important thing is not just the knowledge and skill, but the heart and mind of palliative care. Compassionate care, I think that's the way to go. I believe Switzerland is just embarking as a new specialty in palliative care. Would you agree that we could do more? Absolutely. I think because the rest of the world, there's very good examples of how palliative care, palliative medicine is developed. I think Switzerland's got a great ability because it's got so much resources. It's such a wealthy country that I think it can really provide for its people in a much better way. To find the palliative care paradise on earth, where would you recommend to go? Look, I don't think there's just one place. I'm from Australia. In fact, the UK and Australia lead the table of high quality end-of-life care. So I think there's no one particular paradise, but I think Switzerland can sort of take it from different countries. I'd like to think Australia, which is where I've trained from, but I guess it's a conglomeration of lots of different aspects.
Flughafen Zürich hat die Beamtin, die meinen Kamerarucksack durchsucht hat, gefragt, ja, wo gehen Sie denn hin? Ich habe gesagt, ich gehe auf Australien und suche ein Palliativ-Care-Paradies. Sie hat den Begriff nicht gekannt. Und mich dunkt, so geht es etwa jedem Dritt bei uns im Land. So one of the local Rotary clubs donated an area in the sun, a veranda, to be able to offer barbecue meals for families. And quite frequently you'll find a whole family sitting around there. They can wheel the chair of a person who's ill out to join them. It becomes a family meal. Am nächsten Tag konnte ich dann doch noch einen Gast treffen. Man redet da ganz bewusst von Gästen und nicht von Patienten. Dali ist eine aufgeweckte, 84-jährige Dame. Sie hat einen Hirntumor und sie weiss, dass sie sterben wird. Aber sie ist fröhlich und zuversichtlich. Sie ist umgeben von 3 wunderbaren Kindern, 2 erwachsene Söhne und einer Tochter. Die werden alles daran setzen, dass sie dabei sind, wenn ihre Mutter Dali stirbt. Wann das ist, weiss man nicht. Vielleicht in wenigen Tagen oder erst in ein paar Wochen oder Monaten. And it was my decision. I decided not to have treatment with my cancer. And I think that was a very, very wise decision for not only for me, but for my family, that they don't have to go through all the stress that happens. We saw the extent of Mum's tumour and also the fact that it would have been quite confronting for Mum to go through her oncology procedures, and her decision was very much based on, her well-being. Everything is done. Everything is done for the children. Nothing's left undone, and now they've just taken over, which is absolutely fantastic for me because I lay here at night time and I don't worry about a thing. Yeah, well, it's been Mum's room on her own. I'm a little bit jealous how you can be so ready for death. But you will be. You're not 84. I feel that that's actually, people don't like to be confronted by their own mortality. Yes. Than anything else. That would be lovely. But then, it's part of the deal. Once you're born, you start dying. Der Ellie ist es fast zu gut gegangen. Sie hat noch bis vor 2 Wochen Golf gespielt, ganz ein beliebter Sport in Australien. Man hat die Frage gestellt, ist sie da in dem Hospiz am richtigen Ort? Da hat sie aber Angst bekommen. Sie hat gemeint, nein, sie will auf keinen Fall weg. So hat man einen Weg gefunden, dass sie bis auf Weiteres bleiben kann. Do you agree that death can be nice? Yes, I do. I'm calm about it. And I'm a very active person. But look, I am so calm about everything. I was going to say controlling. Maybe. Maybe all of us are. No, maybe I used to be the matriarch, but I'm not anymore, which is a bit of a bummer. I beg to differ there. I might take over from Mum. I beg to differ there. I'm with him. No, honestly, truly, everything is fine. And when the time comes, I am ready. And if it comes today or tomorrow, I'm just pleased I got your interview done. You won't die alone. No. That we will always be there with you. Yeah. And that's family, isn't it? So I've had a good life and I've no regrets. No regrets. Dying at home wouldn't be an option for you? No, not anymore. I have a big home and I wouldn't be able to manage it. There's 3 stories. No, I wouldn't be able to manage it. No, they've said I'll be here until my time comes. And that gives me confident. I'm confident that I'm going to be here
and I'm not going to be put anywhere else, and that I'm not going to be a burden on my family. That was my biggest worry, being a burden on my family. Get down to the side. Yeah. Oh, I thought he'd gone through. Am Abend war das grosse Footballspiel. Queensland gegen NSW Blues. It's over. Is that Billy? Sorry, mate. That's a true football supporter. Having a glass of... What do we got, Ma? Our usual? Yeah. Thank you very much. I'll wait until everybody has cheers. Did you bring anything, Bob? I don't want anything. Cheers, Murray. Cheers. Als ich mal raus bin, da haben sie gerade Kerzen angezündet. Und das ist typisch Hospizbetrieb. Im einen Zimmer wird gejubelt und im anderen gestorben. Thank you. We had... No, I'll be very gentle. I'll be gentle. An diesem Abend haben sich erste Zweifel eingeschlichen, ob da wirklich das Palliativ-Care-Paradies ist. Als wir das Footballspiel geschaut haben, ist eine Betreuerin gekommen und hat die Türen zugemacht. Ich habe zuerst überlegt, ob wir recht zu laut gewesen seien. Die Rosi hat mir nachher gesagt, wir hätten einen Leichnam in den Aufbahrungsraum übergebracht. Das sage ich aus Respekt. Respekt gegenüber dem Verstorbenen, aber auch Respekt gegenüber den Gästen. Niemand soll mit anschauen, wie das Hospiz verlassen wird. Niemand soll konfrontiert werden mit dem Tod. As a society, we've forgotten that dying is a part of everyday living. As a society, when hospitals suddenly started to take prominence more in the 50s and 60s and people went to hospital rather than dying at home, all of a sudden death and dying became something that happened behind a closed door in a hospital, and people stopped including it in everyday life. People stopped discussing it, and then it became sort of taboo to discuss. Where I will find the palliative care paradise? Sorry? Where I will find the palliative care paradise? There is no palliative care paradise. What there is each individual's idea of what they would like for their end-of-life care, where they would like the end-of-life care to occur, who they want with them at the end of their life. So paradise isn't a place. Paradise is a set of circumstances. So their end of life can meet their expectations and that of their family. Am 13. Juli, Anflug über Tausende von Dächern des Slums von Mumbai. Ich bin weitergeflogen nach Kozhikode. Das ist ein winziger Flughafen, der nur aus einer Piste besteht. Als ich aus dem Flughafengebäude rauskomme, ein Mann mit einem Zettel in der Hand, wo drauf steht Palliative Care. Zum Institute for Palliative Medicine fährt man ein paar Minuten durch den Dschungel. Der Lärm von der Straße verebbt langsam hinter einem. Es ist eine wahnsinnige Ruhe. Ein starker Kontrast zu dieser geschäftigen Hauptstadt. Das Institut ist ein bisschen wie ein Kloster. Es gibt Gartenanlagen, winzige Gärtchen bis grössere,
wo richtige Bäume stehen mit dicken Stämmen. Das Wasser tropft von diesen Bäumen oben runter und erzeugt eine ganz spezielle Begleitstimmung. Ein junger Mann mit einem Blasenkatheter ist verkrümmt auf einem Bett gelegen und er wollte ein Selfie mit mir machen. Da ist mir etwas klar geworden. Im Vergleich zum Hospiz in Ipswich werden da kranke Leute nicht versteckt. Jedenfalls hat niemand das Problem damit gehabt, dass ich da mit einer Kamera reingekommen bin. Der Sri Kumar ist pensionierter Manager vom Kader von Unilever India. Er koordiniert die Freiwilligen am IPM. Und ohne die würde auch hier in Kerala nichts laufen. To find the palliative care paradise. Is it here? Yes, definitely yes. I think as I understand, the only place where you can get full palliative care services in Kerala. Here the government is also very supportive. As of now, we have a palliative care unit in every village in Kerala. No other government in India does it at this point of time. And they themselves run a lot of palliative care services in Kerala. In fact, this year, they are training around 50,000 volunteers to do palliative care service in Kerala. It has nothing to do with the politics, I would say. It is about a like-minded people who came together and started the activity, and they're able to very effectively communicate the need for palliative care within Kerala. 25 years back, we started this initiative. So it's a question of like-minded few people who started this. Treshma ist Pflegefachfrau am Institut. Sie ist 35 und macht auch Hausbesuche. Sie hat mich mitgenommen zu einem Mann mit Knochenkrebs. Der hat vor mehr als 10 Jahren sein Bein amputieren. എപ്പോഴാ തുറന്നു തരും അത് സത്യേനോട് എല്ലാ സാധനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിന്റെ Die Wunde ist eitrig und hat sich entzündet. Ich bin froh, dass ich das nur durch den Kamerasucher anschauen musste. Aber Treshma hat ohne mit den Wimpern zu zucken den Verband gewechselt und die Wunde gewaschen und nachher eingepudert. ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടുത്തെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. മോശമാവുമായിരിക്കും. ഈ മോർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികയില്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ വേദന സഹിച്ച് എന്നോ പോയിട്ടുണ്ടാവും.
എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അല്ല ഇവരോട് എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ? ഇങ്ങനെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് Nachher sind wir zum nächsten Patienten. Ein Paraplegiker, der in jungen Jahren von einer Kokospalme runtergefallen ist. നടപ്പാലം അങ്ങോട്ടല്ലേ 3 ആളുകൾ. Ich habe ihn gefragt, ob ich bei ihm aufs Bett sitzen darf. Da habe ich plötzlich etwas unter mir gespürt und realisiert, dass ich auf seine Beine gesessen bin. Das war mir sehr peinlich. Aber er hat gelacht. Wir haben es nachher sehr lustig miteinander. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പാലിയേറ്റീവിനെ കയറാൻ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നെപ്പോലുള്ള രോഗികൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ബെഡാണ്. ഇപ്പോൾ മാസം മാസം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശോധന മരുന്ന് കണ്ടിരുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇസ് ഗുഡ്. വെരി വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. വൈ? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെഡിസിൻ സപ്പോർട്ട്, അതെ. ഹോം വിസിറ്റ്, എയർ ബെഡ്, വാട്ടർ ബെഡ്. The palliative care is affordable for the middle income and lower middle income people. The moment higher middle income people comes, they don't come to palliative care. They go to hospital, they die in ICU. When you die in ICU, you don't get this kind of service. There they are taking care of the patient. Palliative care is not about the patient. It is about the whole family, the whole society, whole community. It is not about one person in an ICU. So that make a huge difference. So unfortunately, even in Kerala, we have that. The rich people die in ICU in isolation. They don't come to palliative care at all. Voilà pour ce documentaire à découvrir en intégralité le 27 octobre à 19h au Cinélux à Genève en présence du réalisateur Fabian Biasio. Et on ouvre le débat en plateau avec nos invités. Mauro Poggia, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces extraits de films qu'on a vus ? Bon, évidemment, quand on cherche le paradis, on risque de tomber dans une vision un peu manichéenne du monde. Il y a l'enfer ou le paradis. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je pense qu'il y a aussi des questions culturelles autour de l'accompagnement de la personne, non seulement en fin de vie, mais la personne souffrante. Il y a des pays dans lesquels l'accompagnement personnel est davantage valorisé. Chez nous, malheureusement, on se rend compte, quand on regarde ce qui se passe en Inde, pour prendre cet exemple, à quel point nos structures tarifaires de prise en charge des coûts sont aussi le reflet d'une perte de cette notion de prise en charge personnelle, puisque autant les prestations techniques sont bien rémunérées, autant les prestations personnelles ne le sont pas, comme si elles n'étaient pas aussi importantes. Donc là aussi, si l'on veut que la société aille dans le bon sens, et c'est vrai qu'à Genève, on en parlera tout à l'heure, beaucoup de choses ont été faites ces 40 dernières années pour faire en sorte que les soins palliatifs soient mieux connus, se développent et soient appliqués de manière aussi précoce et pas simplement en fin de vie. Je pense qu'effectivement, il faut que les structures tarifaires encouragent aussi la mise en place de structures. Aujourd'hui, les cantons sont seuls à porter souvent des projets innovants. C'est la question très intéressante du financement. On aura l'occasion de la développer tout à l'heure plus en détail. Je souhaiterais d'abord faire un tour de table un peu général. Monsieur Leocadi, encore une fois, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce film ? Est-ce que vous avez découvert quelque chose ? Alors découvert, non, en effet, je rejoins M. Poggia, le fait d'avoir des cultures différentes, une approche différente, que ce soit une approche personnalisée ou une approche plutôt populationnelle ou de groupe. C'est vrai que ce qui est assez marquant, c'est la vision qu'ont les personnes, la conception qu'ont les personnes de la mort, de l'accompagnement en fin de vie. Certaines personnes le prennent avec le sourire, presque même, quand on voit dans le film, et d'autres le voient absolument pas comme ça, le voient plutôt comme une finalité et rien d'autre après. Je pense que... toutes les actions menées, ce qui est prouvé dans le film, toutes les actions menées par les différents acteurs sont facilitées aussi par l'acceptation de la population, la connaissance de la population, les soins palliatifs, et puis aussi les actions des États en termes de financement et autres. Voilà. Professeur Potet, alors vous êtes médecin chef de service à l'unité de soins palliatifs des hôpitaux universitaires de Genève. Bon, c'est vrai, on rigolait avec M. Poggia quand on voyait cette dame traverser des flaques d'eau pour se rendre dans ce centre de soins. Voilà, le paradis, ça dépend ce qu'on considère comme être un paradis.
Alors, je pense qu'effectivement, nous avons tous nos propres attentes et je pense que même au sein du canton, nous avons tous une notion du paradis des soins palliatifs qui est différent, qui varie aussi beaucoup suivant nos valeurs, suivant nos cultures. Je dirais aussi que ce qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est quand même le sourire de toutes les personnes qui interviennent finalement auprès de ces patients qui sont malades, mais finalement cette vision extrêmement positive des professionnels et des bénévoles interrogés. Mauro Poggia, question très simple, est-ce que Genève est le paradis des soins palliatifs ? Non, ce serait très prétentieux de le dire. Je pense que la marge de progression est encore grande. Nous avons eu à Genève 2 programmes cantonaux de développement des soins palliatifs. Le premier 2012-2014. Maintenant, nous en avons un 2020-2023. Donc, c'est déjà la démonstration que nous avons des objectifs, que nous savons que nous pouvons progresser. Nous devons le faire. Je pense que c'est un problème sociétal global qui touche pas seulement la médecine, qui touche véritablement la manière dont on a à aborder la souffrance d'abord, mais aussi la fin de vie. Et peut-être, mais on en parlera à une autre occasion, j'imagine, mais peut-être le fait que l'on voit à ce point le débat du suicide assisté venir sur le devant de la scène, c'est aussi la démonstration que nous avons beaucoup de choses à faire au niveau de l'information, de la compréhension de la population sur les alternatives. Et là, les professionnels jouent un rôle évidemment central, les médecins de famille en premier lieu, pour faire connaître la possibilité que nous avons aujourd'hui, qui est de plus en plus grande, d'accompagner les personnes pour, le cas échéant, si c'est le cas, une fin de vie qui peut être d'ailleurs prolongée aussi la plus digne possible. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est l'anticipation. Alors l'anticipation à la fois des moyens qu'on peut mettre à disposition des patients, mais aussi l'anticipation de ce que les patients, ce que les gens ont envie pour leur fin de vie. Sophie Pottet, c'est ça aussi l'objectif à Genève, en Suisse, de mieux anticiper la fin de vie, si c'est possible, hein, parce que malheureusement, on ne peut pas toujours tout anticiper. Alors, je pense que c'est clairement un de nos objectifs principaux pour ces prochaines années. Vous avez parlé des unités de soins palliatifs. Il y a bien sûr les lits, mais nous avons aussi des consultations de soins palliatifs sur tous les sites intra-hospitaliers, ambulatoires, et nous allons aussi à domicile dans les EMS, en institution. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre en charge les patients précocement tôt. Au moins les voir une fois, faire leur connaissance. Et le but, c'est que finalement, ils puissent connaître leur maladie, bien sûr, peut-être avoir quelques idées de ce qui se passera par la suite, mais surtout nous dire ce qui est important pour eux et comment ils aimeraient pouvoir passer quelquefois les dernières semaines, mais quelquefois les derniers mois de vie. Et que finalement, nous, en tout cas les professionnels de la santé, on puisse mettre en place les mesures qui permettent finalement d'atteindre au mieux ces objectifs-là. Et ça, c'est absolument clair qu'on peut le faire si on a du temps. Et si les personnes ont eu le temps de réfléchir. Donc c'est vrai que quand on voit les patients dans les dernières heures ou derniers jours de vie, on est malheureusement tard pour promouvoir leur autonomie et puis pour qu'ils puissent bien être au courant de toutes les alternatives qu'ils ont à disposition. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une forme de retenue du personnel de santé qui n'ose peut-être pas tout de suite parler de la mort quand certaines pathologies arrivent, quand certaines maladies graves surviennent, de ne pas tout de suite parler de la fin des jours et puis finalement de dire on va vous accompagner jusqu'au bout, mais on va peut-être arrêter de faire des soins intensifs, comme on dit. Je pense que nous devons clairement arrêter de penser que les soins palliatifs sont vraiment liés à la fin de vie et nous essayons vraiment de transmettre le message que finalement, quand on introduit une approche palliative, on améliore la qualité de vie des patients, quelquefois même la quantité de vie, d'ailleurs dans certaines études. Et finalement, si nous, déjà professionnels de la santé, nous sommes convaincus de ça, j'espère qu'on arrivera aussi à convaincre nos patients que le fait de nous faire intervenir ou bien le fait qu'il y ait une approche palliative qui soit intégrée, ça ne veut pas dire que le patient va décéder dans les prochains jours, mais ça veut dire qu'on va mettre en place toutes les mesures pour améliorer sa qualité de vie. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de pensée pour nous professionnels, mais aussi pour la population, pour lequel on doit continuer à travailler au cours des prochaines années. Justement, améliorer la qualité de vie, même augmenter cette durée de vie. C'est vrai qu'au sein de l'IMAD, ça fait partie de cet esprit-là, que les gens soient dans un environnement comme à la maison, voire chez eux directement. Comment vous accompagnez ces personnes, vous, concrètement, à l'IMAD ? Alors en fait, les soins palliatifs sont ancrés dans nos prises en charge, puisqu'on ne les soustrait pas ou on ne les décorrèle pas de la prise en charge d'un patient. Nous commençons par évaluer notre patient dans différentes dimensions. L'idée, c'est d'avoir une vision avec le patient partagé, avec les partenaires, de la prise en charge et puis de l'itinéraire de vie de cette personne et de sa volonté, tout en essayant de garantir une qualité de vie qui soit la plus proche des désirata de cette personne. Nous formons nos collaborateurs, mais je rejoins
Sophie Potet et M. Poggia. Je pense qu'on a initié des formations, des sensibilisations. Nous faisons appel à des équipes spécialisées qui viennent en soutien également à nos équipes, des infirmières spécialistes cliniques également. Mais nous devons continuer dans cette voie et notamment l'information également auprès de notre patientèle. Professeur Potet parlait de la vision étriquée qu'on avait du terme soins palliatifs, qui est, pour moi aussi, quand je préparais cette émission, et pour la majorité des gens qui nous regardent, accompagner les derniers jours, les dernières heures. Est-ce qu'on pourrait dire que intervenir à la maison, par exemple, de quelqu'un qui a un certain âge ou quelqu'un qui est jeune, qui a un problème de santé, on ne peut pas s'occuper de lui, il est loin d'être au crépuscule de sa vie. Est-ce que là, c'est déjà un soin palliatif d'avoir une aide à domicile, tout simplement? On peut parler de soins palliatifs? C'est un soutien dans la qualité de vie. Les soins palliatifs ne sont pas uniquement en lien avec la fin de vie, et ni uniquement en lien d'ailleurs avec les pathologies de cancer. C'est également en lien avec une pathologie chronique, typiquement, ou avec une pathologie qui va avoir une évolution dégénérative, par exemple, sur le neurologique ou sur le plan musculaire. Et plus tôt on aborde le sujet sur le parcours de vie et les différentes étapes qu'il peut y avoir, et plus tôt on arrive à instaurer les soins palliatifs. Il est assez compliqué, sans connaître la personne à domicile, de se rendre à domicile, et puis le premier jour, lui dire écoutez madame, est-ce que vous voulez mourir à la maison? C'est quand même très compliqué. Ouais. Donc il y a un lien de confiance qui doit se construire, on en parle, ça fait partie des éléments qu'on développe avec le lien de confiance tout au long de la prise en charge, et puis on essaye d'amener le patient, le proche aidant, le réseau vers une prise en charge. Comment fonctionne ce réseau justement concrètement, Mauro Poggia? Quels sont les acteurs qui interviennent? Et puis comment vous, au sein de la Direction Générale de la Santé, vous mettez en musique finalement tout ça? Alors effectivement, notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable équipe autour de la personne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'information qui se perd inutilement, avec des soins souvent inutiles, avec aussi des coûts, parce qu'il faut le penser, des coûts qui sont générés de manière inutile, sans plus-value véritable de qualité, et les proches font partie de ces équipes. Il est important, tout cela se fait bien sûr avec le consentement de la personne, qui est au centre des préoccupations de chacun, mais de faire en sorte qu'il y ait des vraies équipes. Donc c'est vrai qu'on nous a rappelé qu'il y a une équipe mobile, la création d'une équipe mobile. D'ailleurs, ce n'est pas de hier, ça existe depuis 1993, ça a été développé en 2013 encore, mais on va sur place. Alors il y a aussi l'IMAD qui intervient aux côtés, bien sûr, des professionnels, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des aspects sociaux. Le fait que dans le cadre de ce programme que nous avons mis en place, qui était d'abord en phase pilote et qui a maintenant été lancé, Cogéria, qui permet précisément pour la personne âgée et avec plusieurs maladies qui nécessitent l'intervention de professionnels divers. C'est un programme qui est pris en charge, d'abord lancé par le canton, pris en charge par le canton. Je le disais tout à l'heure, malheureusement, notre LAMAL n'est pas suffisamment incitative pour ce genre de projet novateur, donc le canton doit le faire. Donc c'est pas parce que ce n'est pas payé qu'il ne faut pas le faire, mais on voit bien que là, il y a une faille. Des cantons comme Genève le font, d'autres ne le font pas, parce que c'est l'argent public qui doit intervenir. Je ne fais pas le débat sur les réserves des assurances, mais c'est vrai qu'une partie pourrait peut-être être... Toutes les semaines, on en reparle avec vous, monsieur le conseiller d'État. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une partie de ces sommes pourrait être effectivement investie. On le sait, maintenant, une nouvelle loi va être adoptée, des modifications de la LAMAL qui incitent les projets novateurs. Malheureusement, les cantons ne sont pas mis dans la boucle. On fait appel aux partenaires, c'est-à-dire les assureurs et les professionnels de soins. Encore faut-il qu'il y ait de vrais incitatifs. Donc la prise en charge doit être multiple, mais aussi sociale. Et dans Cogéria, il y a aussi une assistante sociale qui s'occupe des aspects sociaux. Le bien-être, c'est quelque chose de bien plus vaste que simplement les soins et la prise en charge sanitaire. En tout cas, les besoins sont croissants parce que la population est vieillissante et forcément, il va falloir faire face. Donc, professeur Potet, comment vous voyez les prochaines années? Il y a des réformes qui sont amorcées, mais vous, quels sont les vrais besoins au sein de votre équipe et au niveau du canton? Alors, les besoins d'abord au sein de notre équipe, c'est vrai que si on développe des consultations
bien sûr pour les patients qui sont atteints de cancer, mais maintenant on développe aussi une collaboration pour les patients qui ont des insuffisances respiratoires, en collaboration avec la Ligue pulmonaire, chez les patients cardiologiques, tous les patients déments. Donc si on augmente comme ça finalement la population touchée, on a bien sûr besoin simplement, je dirais, de moyens humains pour pouvoir être dans ces différentes consultations et pour pouvoir collaborer avec nos collègues. On se voit aussi, et c'est ce qui ressort un tout petit peu dans le reportage en Australie, que finalement, on a des patients qui ne répondent pas tout à fait à nos critères hospitaliers, dont on est un petit peu embêté. On n'arrive pas toujours à trouver le bon lit par rapport à ces patients qui ne peuvent pas rester à domicile ou qui n'ont pas les critères hospitaliers. Donc là, clairement, on a des besoins par rapport au fait de pouvoir s'occuper de tous les patients qui nous attendent pour les prochaines années. L'autre défi sur lequel on a passablement travaillé au cours de cette année, c'est que finalement, les soins palliatifs spécialisés, comme je représente aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper de tous les patients. On sait qu'on s'occupe à peu près de 20% des patients qui nécessitent des soins palliatifs en Suisse. Et donc pour ça, on a vraiment besoin d'intégrer cette approche palliative à l'intérieur des services hospitaliers, à l'intérieur des soins à domicile, en collaboration avec nos médecins traitants. Donc il faut vraiment qu'on puisse aussi travailler sur la formation et puis sur l'intégration. Et ça, je crois que c'est clairement un de nos défis aussi pour la suite. Il y a aussi des enjeux entre les cantons, parce que Genève abrite le plus grand hôpital universitaire de Suisse. On pourrait se dire on est plutôt bien doté, on a des moyens, Genève, etc. Est-ce que c'est le cas ? Je pense qu'on peut être heureux d'être à Genève. Je serai le dernier ici à dire le contraire. Je pense que la qualité des prestations sont grandes et pas simplement les soins, mais pour l'ensemble de la prise en charge. Vous l'avez dit, ce sont des défis. On a aujourd'hui 80 500 personnes de plus de 65 ans. Dans 20 ans, nous serons, j'espère y être aussi, 130 000. Donc, vous voyez les défis, si l'on veut accompagner ces personnes qui souhaitent vivent le plus longtemps possible à domicile, c'est légitime. On dit que plus de 70% de personnes en Suisse souhaiteraient mourir à la maison. Or, en réalité, nous en avons 40% qui décèdent dans les hôpitaux, 40% dans les EMS. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû simplement parce qu'on s'y prend certainement trop tard, quand on voit que la personne est dans une situation telle que la prise en charge ne peut plus accompagner correctement. Donc on va dans des services qui sont des services habilités à prendre en charge des maladies multiples de fin de vie. Donc je pense que là, il y a un travail, mais qui se fait. Mais est-ce qu'anticiper, finalement, ça retarde, est-ce que ça empêche de placer quelqu'un dans un EMS, par exemple ? Parce que tôt ou tard, cette personne... Non, il y en aura toujours, mais on regarde déjà que la politique qui est mise en place à Genève, qui est une politique volontariste dans le maintien à domicile, et le terme maintien peut être mal interprété, c'est pas qu'on maintient de force les gens, plutôt maintien, ça veut dire on tient la main aux gens à domicile, fait qu'on est le canton dans lequel on arrive en EMS le plus tard de Suisse. Mais à contrario aussi dans un état de santé le plus dégradé aussi, parce que ça veut dire qu'on a mis en place les structures pour que ces personnes, malgré des pathologies qui ailleurs les amèneraient déjà dans un hôpital avec une prise en charge hospitalière, on l'a vu, le film dont nous avons vu un extrait part du fait que ce réalisateur a été confronté par son père à une situation triste dans laquelle son père avait une vision sur un parking et il est décédé dans une chambre d'hôtel avec une vision sur un parking. On peut rêver mieux, effectivement. Et par rapport à ça, le paradis est vite atteint, je dirais. Et donc, si l'on veut donner une autre perspective pour accompagner les personnes à une fin de vie qui est, jusqu'à preuve du contraire, inéluctable pour chacun de nous, je pense que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose dont on espère pouvoir bénéficier à notre tour un jour. Monsieur Leocadi, nous avons voté le 27 septembre, les Genevois ont accepté que les déficits de l'IMAD soient pris en charge par l'État. Est-ce que vous y voyez là l'occasion de faire gonfler vos charges, mettre le paquet sur les soins palliatifs, et puis c'est Monsieur Poggia qui passera à la caisse ensuite? Alors faire gonfler les charges, non, absolument pas. L'idée de pouvoir répondre le plus précisément, la façon la plus efficiente possible, efficace possible, aux besoins et aux désirs de nos patients. Je pense que la construction d'une prise en soin
une prise en charge, parce qu'on ne parle pas que de prise en soins. En effet, la dimension, elle va au-delà des soins physiques, puisqu'on part sur du psychisme, une dimension sociale, une dimension spirituelle qu'on intègre et pour lequel on fait appel régulièrement à nos partenaires. Je pense que c'est important aussi. Donc l'idée de pouvoir, comme l'a dit M. Poggia tout à l'heure, peut-être mieux se coordonner avec les différents acteurs, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, qu'on doit encore potentialiser pour faire en sorte qu'on soit meilleur en termes de qualité encore que ce qu'on peut faire aujourd'hui et avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Je pense que c'est ça la philosophie, tout dans le respect de cette qualité de vie, le respect du patient et du proche. Je crois que c'est ça, se dire que la personne souhaite aller à 65 ans, si c'est son souhait en EMS, je donne un exemple, si c'est son souhait, si on a proposé tout ce qu'on pouvait proposer pour le maintien à domicile et que c'est son souhait définitif, là-dessus on ne pourra pas forcément faire le contraire. Par contre, si la personne désire rester le plus longtemps possible à domicile, on mettra en place tout le soutien qu'on pourra avoir pour garantir sa qualité de vie, en tout cas le temps qu'elle sera à domicile. En tout cas, les chiffres montrent qu'effectivement, M. Poggia, 72% des Suisses souhaitent finir leur vie à la maison. Donc, preuve que vous avez du pain sur la planche et des défis qui vous attendent. Hein. Tout à fait, c'est vrai, cette proportion est importante. Je pense que plus tôt on arrive à anticiper ces besoins ou cette thématique, et plutôt on va pouvoir mettre en place ces différents éléments qui permettront ce maintien à domicile et puis ce décès à domicile. On a déjà parlé un peu du financement, mais très concrètement, professeur Potet, qu'est-ce qui aujourd'hui est pris en charge? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en charge? La liste va être relativement longue. Mais dans les grandes lignes. Non, dans les grandes lignes, nous avons effectivement 36 lits aigus de soins palliatifs à Genève, et je rejoins tout à fait M. Poggia pour dire qu'on a énormément de chance par rapport à ça, par rapport à d'autres cantons, et ces lits sont relativement bien valorisés, donc ça, je crois que c'est vraiment un point extrêmement positif. Maintenant, il nous manque, comme je disais tout à l'heure, des lits de soins palliatifs plus chroniques. Ça, c'est un défi. Différents cantons ont trouvé un certain nombre de solutions pour pouvoir s'occuper des patients qui n'ont pas vraiment un problème aigu, mais qui ne peuvent être à domicile. Et puis, les problèmes autres, c'est bien sûr que toutes ces consultations de soins palliatifs intra-hospitalières sont pas valorisées avec des codes complexes, mais où on n'y comprend pas grand-chose et c'est extrêmement difficile à valoriser. Donc, toute l'activité intra-hospitalière de consultation, on n'arrive pas du tout à être payé pour ça. Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect du domicile en collaboration avec l'IMAD, où nous arrivons à facturer nos consultations TARMED dans la limite de ce qu'on peut avec toujours des patients complexes qui demandent un temps de coordination absolument énorme qu'on n'arrive pas à valoriser. Et puis aussi, M. Leocadi le sait bien, on ne peut pas valoriser le temps infirmier des infirmières qui viennent avec nous pour des raisons assurantielles. Donc, c'est clairement des équipes qui sont extrêmement importantes pour pouvoir maintenir les patients à domicile, pour lesquels nous n'avons pas les moyens à l'heure actuelle. Et aussi, je pense que ça a été bien dit aussi, toute l'importance de la prise en charge interprofessionnelle, c'est-à-dire des assistantes sociales en tout cas, possiblement d'autres professionnels qui ont de la peine à intervenir à domicile. Et puis que là, c'est aussi quelque chose qui est compliqué et pour lequel on manque de financement. Monsieur Poggia parlait de programmes, de textes qui sont actuellement en préparation, qui sont même qui font l'objet d'une feuille de route à Genève, mais aussi au niveau de la Confédération. Est-ce que ces textes-là vont dans le sens de vos attentes, de vos besoins ? Alors oui, je pense que les problématiques qui ont été mises en évidence dans le rapport du Conseil fédéral reflètent exactement ce qui a été mis sur place dans le programme cantonal genevois. Et je pense que la majorité des objectifs cités dans le programme cantonal 2020-2023 reprennent les points que j'ai cités. Oui. Et là, est-ce qu'on y est? On sort d'une crise Covid aussi qui a passablement ralenti, modifié les habitudes. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ces objectifs? Quel est votre but, Mauro Poggia? Alors pour l'instant, nous avons dans notre budget, pour autant qu'il soit accepté, nous avons les moyens nécessaires pour poursuivre ce que nous avons déjà exploité en phase pilote pendant une année, de mai de l'année dernière jusqu'à mai de cette année. Je parlais de ce programme Cogeria. Tout le monde comprend bien que la bonne qualité de la prise en charge coûte moins cher que son contraire. Malheureusement, nous avons des systèmes de tarification qui rétribuent les professionnels de la santé pour un travail en silo, c'est-à-dire côte à côte, là, sans véritable
véritable coordination et en fonction des actes. Plus on fait d'actes, plus on est rémunéré. Et le critère de qualité est difficile à mettre. Et évidemment, il est plus facile de réduire la quantité que de contrôler la qualité. Je pense que c'est cela que nous faisons à Genève, mais il faut évidemment qu'au niveau suisse, cela soit mis en place, puisqu'on se rend bien compte que toute cette coordination qui améliore la qualité et réduit la quantité d'actes inutiles, sans plus-value réelle pour le patient, eh bien, sans avoir une incitation au niveau national, et qui d'autre que les cantons, qui sont les premiers financeurs de ces projets pilotes, peuvent porter ces projets. J'arrive pas à comprendre que le Parlement, encore récemment, a refusé que les cantons soient partenaires en laissant les assureurs comme initiateurs de ces projets pilotes. S'ils étaient initiateurs de projets innovants, on le saurait depuis 25 ans qu'existe la LAMAL, et les professionnels de la santé qui sont majoritairement conscients de la problématique, mais qui financièrement, aujourd'hui, avec nos tarifs, n'ont pas intérêt véritablement à changer leurs pratiques. Qui sont vos alliés dans cette bataille qui s'engage? D'autres Alors, cantons ce sont les porteurs du bon sens. Alors, ils sont partout et nulle part, parce que le bon sens, comme vous le savez, a beaucoup d'ennemis. Surtout au département de la santé, au sein du Conseil d'État. Non, mais je pense qu'effectivement, lorsqu'on vient dans le domaine de la santé, on a ce site particulier, c'est que les progrès que l'on peut mettre en place, finalement, se heurtent à des intérêts partisans de certains acteurs qui parfois sont alliés, parfois sont adversaires selon les types de sujets. Il est difficile de réunir des majorités avec un Parlement qui doit ensuite faire en sorte que la promotion de la santé de qualité soit faite. On a un système dans lequel, malheureusement, je dirais, la Confédération ne paye pas le déficit de la santé, puisque quand on est en déficit, on augmente les prix, mais c'est les assurés qui payent. Si on avait une assurance sociale du type de l'AVS ou de l'AI, où le déficit de ces assurances sociales implique le Parlement fédéral à trouver des solutions, eh bien, nous serions plus actifs. Ici, nous avons, je pense, un système qui, malheureusement, favorise l'inertie. Heureusement, des cantons, et Genève en font partie, sont innovants, comprennent qu'il y a quelque chose à faire et ont une vision plus longue que simplement les primes de l'année prochaine. On parlait de la crise Covid qui va naturellement aussi avec la qualité de vie, parce qu'effectivement, un certain nombre de restrictions ont été mises en place. Certains ont dit, des personnes qui sont en train de vivre leurs derniers jours, on les empêche de dire au revoir correctement, on les empêche de voir leurs proches. Finalement, on les protège d'une mort qui est inéluctable. Est-ce qu'il n'y avait pas des enseignements quand même de cette crise où on est tombé dans une forme d'hystérie peut-être ? Vous parlez en général, alors à domicile en tout cas, on n'a pas interdit les visites des proches, bien au contraire. Vous n'avez pas encore ce pouvoir-là. Non, ça me semble très compliqué. Donc, Et vous avez des lieux qui sont quand même un peu, pas communautarisés, mais disons des lieux IMAD comme ça, où il y a un certain contrôle de votre part. Alors tout à fait, on a été obligé aussi pour garantir la sécurité. Alors on n'était pas dans des situations où on a empêché une visite en cas de fin de vie. Il est évident que chaque situation est étudiée au cas par cas. Par contre, il a fallu protéger les autres patients, il a fallu protéger les équipes soignantes sans qui, on est bien d'accord, les prestations n'auraient pas pu être délivrées. Donc il est vrai que nous avons scrupuleusement respecté les règles OFSP. Maintenant, nous avons adapté, suivant les situations. Si nous étions confrontés à une fin de vie, il est évident que... à ma connaissance, il n'y a pas eu de fin de vie, heureusement, dans les structures IMAD qui accueillent des visiteurs, mais nous aurions traité la chose de façon humaine. Et vous, professeur Pottet, est-ce que vous avez été un peu oublié pendant cette période? Pas du tout, non. non, je pense que nous avons bien sûr continué à prendre en charge tous les patients en soins palliatifs du canton, à domicile, en milieu hospitalier, et nous sommes restés extrêmement actifs dans ces prises en charge, et le défi, effectivement, des proches a été quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement difficile pour les patients, pour les proches, mais aussi pour les équipes qui n'avaient pas du tout l'habitude qu'on puisse faire des limitations et empêcher quelquefois des proches de venir.
Et cette crise Covid nous a aussi permis de développer d'autres activités, vu que nous avons ouvert des lits aux urgences, que nous avons été aux soins intensifs pour collaborer lorsqu'ils avaient beaucoup de lits pour les soutenir. Donc ça a été pour nous aussi une certaine opportunité d'intégrer cette approche palliative à l'intérieur de services où nous étions encore relativement peu implantés. Donc j'espère que nous pourrons aussi continuer, je dirais, à surfer sur cette vague et à intégrer les soins palliatifs dans différents endroits. Ni la deuxième ni la troisième vague, Ouais, alors... Des enseignements, Mauro Poggia. Oui, je pense qu'on là aussi, on peut être meilleur. On a vu des situations en EMS où la structure architecturale ne permettait pas souvent d'avoir ce contact tout en préservant, bien sûr, d'une possible infection. Les instructions, mais elles n'avaient même pas besoin de venir du département. Je pense que chaque directeur, directrice d'EMS a bien compris à quel point on touchait quelque chose de fondamental. On s'est demandé, bien sûr, à un moment donné, est-ce que la quantité de vie vaut un sacrifice sur la qualité de vie. Et vous avez des pensionnaires de MS qui ont dit mais si je dois mourir, eh bien je mourrai, mais pas comme ça. Donc c'est important de se dire qu'aujourd'hui les EMS sont, je pense, préparés si l'on doit faire face à une deuxième vague, mais déjà encore aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont des lieux extrêmement fragilisés. L'entrée du virus dans un EMS peut faire des hécatombes et on doit être très attentif. Mais par contre, les visites avec les proches sont indispensables pour garder cette relation sociale et cette qualité de vie qui est indispensable pour nos personnes âgées. Messieurs, madame, vous restez avec nous puisque de nouveaux invités vont nous rejoindre tour à tour pour alimenter le débat. Première personne à rejoindre cette table, eh bien, c'est la docteure Laurence Jelck-Morales de Palliative Genève. Vous pouvez nous rejoindre sans autre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Expliquez-nous, qu'est-ce que Palliative Genève ? Alors, Palliative Genève est une association qui dépend de Palliative Suisse, Palliative CH, qui a été constituée en 1993 et qui est devenue Palliative Genève en 2012. C'est une association qui est constituée en fait de médecins, d'infirmières et autres intervenants impliqués dans les soins palliatifs, qui sont tous bénévoles au sein du comité de Palliative Genève. Et on a bien sûr des membres qui soutiennent financièrement nos activités. On est soutenu financièrement aussi par l'État de Genève. Donc notre rôle, c'est de faire connaître les soins palliatifs auprès de la population et des professionnels par des événements. Donc en fait, comme cette table ronde qui a été quand même co-construite avec l'hôpital cantonal et le département de la santé, et par l'événement justement du 27 octobre. On essaie aussi de rencontrer des professionnels pour faire connaître les soins palliatifs. On entre aussi dans les EMS en faisant des rencontres avec les équipes. Et on intervient aussi dans des événements comme la Journée mondiale des soins palliatifs, où chaque fois où on peut être présent afin de mettre une visibilité des soins palliatifs et permettre aux gens de savoir ce que c'est. Vous êtes dans l'aventure depuis le début, docteur ? Alors non, moi je ne suis pas dans l'aventure depuis le début. Moi je fais des soins palliatifs comme médecin de famille depuis plus de 20 ans à domicile. Et dans le cadre de Palliative Genève, je suis depuis 10 ans et je suis très impliquée, je suis trésorière et puis dans tout événement qui peut être fait. Qu'est-ce qui a motivé à l'époque de monter cette structure ? Quels étaient les besoins finalement ? Vous dites informer les gens, ça fait partie de vos missions, mettre en lien les différents corps de métier. Quels étaient les besoins ? Quels sont les besoins ? Alors, les besoins, je crois qu'on en a bien parlé. C'est qu'encore, c'est l'image des soins palliatifs. Souvent, les gens ne connaissent pas ce que sont les soins palliatifs, sauf en termes de fin de vie. Donc, c'est vraiment de dire que les soins palliatifs peuvent être, comme on l'a pu voir dans le film en Inde, introduits très précocement, qu'ils peuvent offrir un soutien tant aux malades qu'aux proches par l'intermédiaire de différentes structures, de différents intervenants, et de dire aussi que c'est une qualité de vie, les soins palliatifs. Et donc, c'est ce que nous, on essaie de développer aussi par l'intermédiaire de suivre ce que Palliative Suisse préconise comme programme, et aussi d'interagir avec d'autres cantons, comme le canton de Vaud, pour essayer de développer des projets. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va changer dans la manière aussi d'aborder ces soins ? Je crois qu'il faut en parler. Il faut que ça soit plus tabou. Je crois que c'est vraiment très important d'en parler précocement et de valoriser la qualité de vie par les soins palliatifs.
Comment vous travaillez tous ensemble? Parce que vous êtes les 4 représentants d'institutions qui œuvrent pour les soins. Comment vous travaillez tous ensemble? Comment vous interagissez tous ensemble? On interagit justement en se retrouvant pour faire ces événements. Sur ce plateau, voilà, de temps en temps. On interagit dans les colloques aussi, parce qu'on est des professionnels, donc on peut être sollicité pour intervenir dans les colloques. On interagit dans le cadre du programme cantonal. Là, on est dans le projet que Palliative Genève devienne professionnelle. Donc, on est actif bénévolement dans plusieurs programmes aussi de développement de structures d'accueil, développement de l'enseignement. Enfin, on essaye d'être présent dans tout ce qui peut concerner les soins palliatifs. On voit que beaucoup de bénévoles aussi œuvrent sur cette question des soins palliatifs. Il y a les proches aidants, il y a les bénévoles. Est-ce que c'est normal, monsieur le conseiller d'État? Alors c'est normal au début. Si important. Je pense que d'abord la coordination interprofessionnelle, interinstitutionnelle fait partie des missions qui sont données aux partenaires de l'État de Genève. On pense évidemment au HUG, on pense à l'IMAD, qui ont dans leur mandat de prestation une mission dans ce sens, de collaborer, de coordonner la prise en charge des patients. Et puis il y a des associations qui désormais vont être soutenues pour se professionnaliser. Non pas qu'elles ne sont pas composées de professionnels, mais on sait que le bénévolat a ses limites et il faut précisément faire en sorte que vous ayez des moyens d'être présent et faire ce travail de communication et d'information qui est indispensable. On a parlé des proches aidants. On estime qu'il y a 50 000 proches aidants sur le territoire de Genève, c'est-à-dire des personnes qui aident un proche au moins une fois par semaine. Donc vous imaginez l'économie que fait la collectivité. Ce serait des milliards qui seraient consacrés à rétribuer. Donc le but n'est pas de payer ces gens qui le font souvent, et la grande majorité des cas, parce qu'ils ont la volonté de le faire, par amour, il faut le dire, c'est pas tabou de le dire, par affection, parfois même par un sentiment du devoir. Et donc, ces personnes ne demandent pas en priorité une rémunération. Et quand un sondage a été fait auprès des proches aidants, ce qu'ils ont souhaité d'abord, c'est d'avoir des moments de répit, que l'État mette en place des structures pour les soulager, pour qu'ils puissent recharger les batteries, comme on dit, c'est important. Nous avons aussi mis en place des modules de formation avec la Haute École de Santé, parce que souvent, on est confronté à une situation à laquelle on n'est pas préparé, de devoir prendre en charge un parent âgé, et avoir l'acquisition des bons gestes par des professionnels est important. Donc tout cela est mis en place, y compris un numéro pour les proches aidants qui permet précisément d'avoir des réponses à ces questions, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur notre canton, beaucoup d'acteurs associatifs qui chacun donne des prestations et souvent on ne sait pas à qui s'adresser. Il fallait faire une centrale, nous l'avons fait. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de bénévoles et je pense que la prise en charge de nos personnes, soit souffrant de handicap, soit âgées majoritairement et qui vont aller en augmentant, est en grande partie prise en charge par des bénévoles. Et je ne pense pas qu'il soit sain d'imaginer un remplacement de ses proches par des professionnels. Évidemment, non, c'est pas la professeure Potet qui dira l'inverse. Non, bien sûr. Il y a des choses que les hôpitaux, que le personnel soignant ne peut remplacer. Alors, je pense que, en tout cas, si on parle des soins palliatifs, on est bien au-delà des aspects médico-soignants. Et je pense que, finalement, les bénévoles, en tout cas, qui interviennent chez nous, offrent finalement une vision, je dirais, de la vie quotidienne extérieure non soignante qui est extrêmement précieuse pour nous et qu'on veut clairement aussi continuer à valoriser dans l'institution. Docteur, vous dites qu'il faut le faire savoir, il faut en parler. Si on le fait savoir, si on en parle, il y a le risque qu'ensuite les besoins soient très très vite très forts. Je crois que, en tant que moi, je suis médecin de famille, donc je suis beaucoup de patients âgés et des patients en soins palliatifs. Le besoin, il est déjà là. Après, c'est le problème, comme disait la professeure Potet, de la formation et du dépistage des patients en soins palliatifs. Beaucoup de médecins font instinctivement des soins palliatifs sans mettre le mot dessus. D'autres
on parle clairement comme en termes de soins palliatifs. Il y a une formation à faire qui est importante. Le problème, ça va être le vieillissement de nos patients et une patientèle donc, qui va demander de plus en plus de présence à domicile. Et c'est là où le problème se pose, c'est valoriser effectivement les interventions de tout le monde, hein, y compris que ce soit le physiothérapeute, l'infirmière et les proches, pour qu'on puisse se faire un maintien à domicile de qualité. Merci beaucoup, docteur. En raison de la distance qui est nécessaire sur ce plateau, je vous invite à céder votre place à Anne-Marie Struik, qui nous rejoint, qui est présidente et fondatrice de la Maison de Tara. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon, quel bilan vous faites de ce premier round de discussion avec les différents invités? Vous avez visionné le film. Vous êtes à la tête d'une institution quasi privée. Hein. Vous avez votre maison, vous avez vos lits, etc. Comment ça se passe? Moi, je suis très encouragée parce que j'estime, en ayant aussi lu récemment le rapport du Conseil fédéral, qu'on va vraiment dans la bonne direction, qu'il y a vraiment des choses qui vont changer. On a déjà fait un bon bout de chemin, mais vraiment, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Nous, à la Maison Tara, on a cette vision aussi du fait que ce n'est pas forcément uniquement les professionnels qui doivent prendre en charge des personnes vulnérables et en fin de vie, malades, que le rôle de la société est vraiment un rôle primordial. Et à l'époque, c'était facile. Les gens avaient des grandes maisons. Les femmes, souvent, ne travaillaient pas à l'extérieur. Et donc, ça se faisait assez... Moi, par exemple, mes grands-parents sont morts à la maison. C'était assez simple. Maintenant, avec la situation actuelle, c'est plus compliqué. Donc, on ne peut pas forcément... Les proches n'ont simplement pas forcément toujours la possibilité de le faire. Alors, la notion du bénévolat, là, c'est je donne un moment de mon temps maintenant quand j'ai le temps, et puis peut-être que le jour où moi je deviens proche aidant, quelqu'un d'autre pourra m'aider. Et puis à la Maison Tara, il y a cette notion, on parlait du fait que des proches aidants quelquefois se trouvent confrontés de manière assez brutale à qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner un proche. Et nos bénévoles à la Maison Tara apprennent ces gestes. Ils apprennent ce que c'est que les soins palliatifs. Ils ont moins peur et ils deviennent, bien sûr, ils travaillent, ils ont une formation assez longue d'une année pour apprendre ces gestes. Ils sont ensuite encadrés par des professionnels de la santé pour aller de l'avant dans cette prise en soins. Mais tout ça, bien sûr, ça sert à la Maison de Tara. Mais on meurt à la Maison de Tara. On meurt à la Maison de Tara. Mais ça, nos bénévoles formés sont aussi des citoyens. Et lorsqu'il y a maman ou le collègue, etc., qui arrive dans une situation difficile, nos bénévoles ont déjà été formés en amont. Donc, ils sont, je crois, des ambassadeurs des soins palliatifs, mais au sein de la population. Cette méthode-là, c'est une méthode qui existe ailleurs. Oui. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la Hollande. Mon mari est d'origine néerlandaise et j'avais vu ça, cette notion qu'on ne connaît pas très bien ici, l'hospice. Hein, on voyait dans votre film en Australie, cette notion d'hospice, qui est en français, on ne peut pas vraiment traduire ça, mais dans tous les pays du Nord. Et en Hollande, des maisons comme la Maison de Tara, du genre de la Maison de Tara, il y en a 200. Donc chaque ville aurait un certain nombre de ces endroits où il n'y a pas besoin de soins aussi pointus que dans les unités de soins hospitalières, mais où tout le côté de convivialité qu'on aurait peut-être à domicile à l'époque, etc., avec tous les voisins qui donnaient un coup de main, se retrouve par le bénévolat. Est-ce que vous vous inscrivez en faux par rapport au travail qui est fait aux hôpitaux universitaires? Non, absolument pas. On est complètement complémentaires. Je pense qu'il y a vraiment besoin de structures très pointues. Et puis avec le vieillissement de la population, je pense que tout ce entre-deux, c'est vraiment cette alternative. Il y a des gens qui peuvent tout simplement plus rester à domicile parce que c'est trop lourd. On voit pour des proches aidants, ça devient trop lourd. Et je dirais même, c'est même pas seulement que ça devient trop lourd, mais quand les proches aidants sont
constamment dans le « je dois faire ci et ça », alors qu'en fin de vie, c'est l'idée de créer une relation et d'enrichir cette relation avant la fin. Quand les gens sont trop dans... ils arrivent beaucoup moins à vraiment être en lien avec leurs proches, qui est vraiment ce qui est le plus important à ce stade. Monsieur Poggia, sur cette méthode assez je unique. crois que ce qui se fait à la maison de Tara est tout simplement admirable. Il y a des histoires de vie, et je dis volontairement histoires de vie, qui se passent là-bas, qui sont exceptionnelles. Je crois que l'État soutient depuis pas si longtemps la maison de Tara. Je pense qu'effectivement des projets devraient voir le jour sur ce modèle, davantage encore. Je pense qu'il y a une prise en charge avec une humanité remarquable. Non pas qu'elle manque ailleurs, bien sûr que non, mais je pense que là, c'est vraiment un maillon manquant pour la prise en charge, comme l'a dit très justement Madame, dans lequel nous devons être plus efficaces. Professeur Pottet, est-ce que c'est quelque chose qui manque naturellement à l'hôpital, cette maison de Tara? Vous ne pourriez pas intégrer cette méthode dans vos unités de soins, dans vos services? Je crois que même si nous avons des beaux hôpitaux, des belles chambres, nous ne sommes clairement pas la maison. Et je pense que la maison de Tara a quand même cette chance d'être dans une maison et dans un lieu de vie. Et je crois que c'est aussi un message que malheureusement on fait faire passer à nos patients, à nos proches, que l'hôpital n'est pas un lieu où on peut vivre. Donc effectivement, je pense que d'avoir des lieux de vie alternatifs à la maison pour certains patients et certains proches, c'est extrêmement important. Oui, c'est aussi la coordination avec le canton, qui soutient maintenant la formation des bénévoles, avec la commune qui met à disposition de la maison de Tara cette magnifique propriété, qui justement est très porteuse pour aussi bien les soignants, les patients que leurs proches. Je veux dire, c'était extraordinaire. Et alors, on va dans une direction que moi je trouve très intéressante et qui est au niveau international se développe beaucoup, de ce concept de communauté bienveillante. En anglais, compassionate community, dans les soins palliatifs. C'est-à-dire vraiment d'impliquer pas seulement les soignants, pas seulement les proches aidants, mais très largement la société. Les enfants dans les écoles, on pourrait commencer à apprendre le rapport avec la mort aux enfants dans les écoles. Dans les musées, on pourrait faire de temps en temps des expositions qui concernent la mort. Ça se fait, je crois qu'à Zurich, ils ont une exposition en ce moment. Mais il y a vraiment des choses où c'est toute la société qui doit un peu bouger et retrouver quelque chose qui existait par le passé. C'est pas quelque chose qu'on invente. Je veux dire, il y a encore 60, 80 ans, la mort, on en parlait dans les familles. Et ça faisait partie de la vie. Est-ce que vous êtes finalement un petit peu le témoin de cet changement, cette évolution de la culture? Qu'est-ce qui vous regroupe entre l'IMAD et la maison de Tara? Est-ce que vous n'êtes pas un peu la conséquence de cette évolution culturelle? On n'a plus le temps de s'occuper de nos aînés et puis on fait appel à des services. Non, je pense qu'on est complémentaires. Je pense pas que l'un empiète sur l'activité de l'autre. Ça, bien au contraire. Je pense que à IMAD, dans nos prises en charge, on intègre très rapidement le proche aidant partenaire quand le patient donne son accord. Donc, ce sont de réels partenaires, au même titre que l'interprofessionnalité, où on va avoir le médecin, le psychologue, le psychiatre, l'ergothérapeute, et que sais-je, d'autres participants. Le proche aidant est extrêmement important. On a un travail à faire aussi, en effet, le répit, le soutien qu'on peut accorder à ces proches aidants passe par une phase de déculpabilisation. On a souvent un proche aidant qui culpabilise de pouvoir, ne serait-ce que prendre une journée et s'écarter de la prise en soin parce qu'il aura le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'avoir abandonné son proche. Et si on est en phase terminale d'une prise en charge, par exemple, et si jamais il devait amener à décéder alors que j'étais absent, ça c'est un énorme travail qui est fait au quotidien
par nos collaborateurs, de pouvoir travailler sur ce sentiment et puis de faire appel au réseau. Je pense que la force que nous avons à Genève, c'est d'avoir un réseau extrêmement développé et de pouvoir mettre le bon acteur au bon endroit. Je crois que c'est ça qui fait notre force. Se coordonner, c'est important, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a tendance à faire de mieux en mieux, et c'est l'objectif. L'interprofessionnalité, c'est l'avenir et c'est déjà notre présent, mais c'est l'avenir et ça va se consolider. Je pense que faire appel aux différents acteurs, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient professionnels, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait notre richesse. Aujourd'hui, on a vraiment un réseau qui est extrêmement riche, à nous d'apprendre à mieux l'utiliser encore, à le potentialiser encore. Merci beaucoup, Anne-Marie Struik. Merci. Ce réseau justement très dense qu'on vous fait découvrir un petit peu ce soir. Linda Kamal de la Fondation Otium nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Expliquez-nous quelle est cette Fondation Otium, quel est son but et comment elle s'inscrit dans ce débat sur les soins palliatifs. Alors, la Fondation Otium est un lieu en fait de vie où nous recevons tout patient qui a un cancer ainsi que les proches. Donc nous, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on parle ici, on est dans ce processus en fait en amont. Il y a un très faible pourcentage de personnes malheureusement qui se retrouvent soit à domicile, soit auprès de structures en fait dans les hôpitaux. Donc nous, notre mission est d'accompagner chaque patient, chaque proche autour de différentes thérapies qui aident le côté psychique et physique à accompagner ces traitements. Quelles sont concrètement ces thérapies, les offres que vous proposez ? Alors nous avons 2 offres. Il y a les cours collectifs qui vont aider donc comme le pilate, le yoga, mais aussi... Pour qui ? Pour ceux qui sont en fin de vie ? Non, pas du tout. Pour ceux qui sont en traitement en fait contre le cancer, ainsi que leurs proches. Et puis des soins aussi, des ateliers comme la sophrologie, la pleine conscience. Donc comme je vous le disais, il y a des cours collectifs, mais il y a aussi des séances individuelles qui sont choisies par nos bénéficiaires. Et quels bénéfices, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que vous disent les gens qui bénéficient de vos prestations ? Alors voilà, maintenant, ça fait plus de 2 ans que le centre Otium est actif. Nous avons de magnifiques résultats où, bien entendu, le parcours médical est extrêmement important au niveau du protocole. Nous travaillons main dans la main avec toutes les structures et les médecins, les oncologues. Ça apporte en fait un lâcher-prise qui peut être physique ou émotionnel, la partie médicale étant bien prise en charge. Et nous essayons de venir contrer les effets secondaires qui peuvent être sur le côté physique ou psychique. Et c'est un lieu de vie où il se crée de magnifiques amitiés, où ils se sont soudés les uns aux autres. Voilà, c'est vraiment un lieu maintenant un peu incontournable, si je peux me permettre, au niveau oncologique. Une nécessité. Et vous, comment démarre l'aventure ? Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans cette voie ? Qu'est-ce qui a Là, je vais reprendre le beau discours qu'avait fait M. Mauro Poggia. Je suis un peu la patiente zéro. J'ai eu en fait un cancer du sein en 2012 et une structure comme ce centre m'a manqué. Bien entendu, tous ces thérapeutes existaient. Je me rendais à différentes choses. Mais par la force des choses, au niveau de la maladie, au niveau de la fatigue, à un moment donné, je n'avais plus la force d'y aller. Je voulais garder mon énergie pour ma famille. Et j'ai rêvé d'un lieu où on pousse une porte et on retrouve des compétences très importantes, en fait, des experts dans chaque domaine. Et quelles sont les thérapies qui vont m'aider pendant et après le cancer. C'est vraiment important pour avoir un côté, pour qu'on puisse aider aussi bien le psychique que le physique. Et ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous œuvrez au sein de cette fondation ? Alors écoutez, donc j'ai eu mon cancer en 2012. Ça ne m'a pas quitté depuis. J'ai œuvré et j'ai recherché le meilleur moyen de créer ce centre. J'ai trouvé en fait des partenaires qui avaient cette même idée. J'ai été regarder ce qui se passait un peu à l'étranger. Et puis, en 2018, nous avons pu ouvrir. Et maintenant, ça fait plus de 2 ans que nous sommes là. Concrètement, il y avait des lacunes en 2012. Alors les lacunes... Qu'est-ce qui vous manquait en 2012 ? En fait, ce qui manquait, tout existait, mais ce n'était pas rassemblé sous un même toit. Alors après, si on vous conseille, c'est souvent du bouche à oreille. Vous avez un cancer, on vous dit « Ah tiens, c'est bien, il faut aller voir un nutritionniste » ou parfois même « Oh, un sophrologue ». Alors on vous envoie auprès d'un sophrologue. Est-il le bon ? Pas le bon ? Après, on vous parle de soins énergétiques. Est-ce que c'est efficient ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Donc, vous vous déplacez, vous allez auprès de ces thérapeutes. Il y en a qui sont extrêmement bons. Dans mon parcours, j'ai rencontré
une personne un peu moins avec une malveillance, un peu, au niveau qui me parlait d'arrêter des soins. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de trouver des compétences professionnelles au même endroit, de travailler main dans la main avec des médecins, c'est très important, avec les oncologues, les infirmiers et les infirmières, pour pouvoir aller mieux. Et vous avez une expertise sur ce domaine, vous sélectionnez Alors, j'ai une expertise en fait à la base dans le marketing. Maintenant, oui, bien entendu, on a un comité médical pluridisciplinaire qui est composé de 8 professeurs et médecins qui nous ont aidés à sélectionner les thérapies et les thérapeutes au sein du centre Otium. Très, très important. Ça, c'est intéressant, M. Poggia. Tout simplement sélectionner aussi les bons thérapeutes, les bonnes personnes au bon endroit. Espèce de tour de contrôle finalement. Et encore, le bon pour une personne ne sera pas le bon pour une autre. Je pense que c'est encore un merveilleux exemple de ce qui existe à Genève, de cette mosaïque d'acteurs publics, privés, qui se complètent. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les proches aidants qui souvent sont face à un besoin, ne savent pas où s'adresser, alors que la réponse est quelque part, parce que nous avons beaucoup de réponses, pas toutes encore. Et là, le fait de pouvoir avoir un lieu unique, avec aussi des personnes qui sont passées par là, parce que passer par un cancer, c'est pas seulement la souffrance du patient, c'est la souffrance des proches, et il y a tout ce qui est lié, social, professionnel, et d'avoir la possibilité d'en parler avec quelqu'un qui est passé par là. D'abord, ça rassure en se disant, je suis pas seul face à cette adversité terrible, et quelqu'un s'en est sorti. Tout à fait. Donc, moi aussi. On voit, professeur, que ça passe aussi beaucoup par le non médical. C'est ce qui se traduit. Oui, alors c'est absolument clair qu'on ne peut pas offrir des soins palliatifs que médico-soignants, comme je l'ai dit. Et puis, on a eu la chance cet été d'apprendre la nouvelle que nous sommes soutenus par la fondation privée des HUG pour une collaboration avec la fondation Otium pour pouvoir faire intervenir des professionnels qui vont vraiment offrir un temps dédié aux patients en soins palliatifs qui sont hospitalisés, qui sinon n'auraient pas accès à ces approches, en tout cas à ce temps dédié pendant 1 heure, d'avoir un professionnel qui sera pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Qu'est-ce qui pourrait se passer pendant cette heure, en l'occurrence? Alors, je pense que c'est vraiment de nouveau 1 heure de vie et d'amélioration de la qualité de vie. J'espère que pendant cette heure-là, les patients oublieront finalement, en tout cas une partie de la maladie, oublieront aussi le fait qu'ils sont dans un milieu hospitalier et qu'ils pourront avoir un moment de plaisir. On a presque bouclé la boucle. On va peut-être terminer avec cette question à tout le monde, une question piège. Mais le paradis des soins palliatifs, c'est quoi? Monsieur Poggia, vous commencez. Je ne pense pas qu'il existe sur la Terre ce paradis-là. Il est peut-être sur ce plateau, ce paradis. Alors, le paradis, c'est déjà d'avoir quelqu'un qui est capable de comprendre ce que l'on vit. L'empathie, c'est, je pense, la porte du paradis. De là à dire qu'il existe, je pense que nous devons tous y tendre vers cette perfection de la prise en charge, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai moi tendance à voir ce qui reste à faire plutôt que ce qui a été fait, mais beaucoup est fait grâce à ces acteurs ici présents. Monsieur Leocadi. Alors, paradis, non, je pense pas qu'il existe. En tout cas, le paradis pour nous, c'est, et on y arrive par moment, mais le paradis, il est propre à chaque personne, il est propre à la volonté de chaque patient, de chaque membre de la population. Je désire décéder à la maison, le paradis serait de pouvoir respecter cette qualité de vie, cette dignité, le rythme du patient, le rythme du proche aidant, avec une équipe qui travaille main dans la main, coordonnée. Voilà, ça pourrait être cette dimension pour certains patients, pour d'autres, ça serait notre vision, mais ça serait la mienne. Professeur? Alors, je ne crois pas non plus que le paradis existe. Par contre, ce qui est vraiment très important pour moi, et je pense aussi pour les équipes, c'est vraiment qu'on puisse continuer à promouvoir finalement l'autonomie et la capacité de décider ce qui est important pour nous, et puis qu'on puisse soutenir nos patients dans la mise en place des éléments qui vont améliorer cette qualité de vie et puis finalement répondre à ce besoin. Donc, c'est vraiment de tout ce qu'on peut mettre en place pour promouvoir l'autonomie des personnes. Et Linda Kamal. Alors, je vais rejoindre un peu toutes ces conclusions, mais en finissant, peut-être que le paradis est-il le respect et le souhait de chaque personne et des familles, et justement de se coordonner tous ensemble pour essayer d'arriver arriver à concrétiser leurs souhaits.
Merci beaucoup Linda Kamal de la Fondation Otium. Merci beaucoup Monsieur le conseiller d'État. Merci Monsieur Leocadi de l'Institution de maintien à domicile. Et merci Professeur Potet, vous êtes médecin-chef de service de médecine palliative aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Les Mains Bleues. À bientôt.